9h25, merci d'être avec nous. Notre enquête ce matin sur la PMA avec cette question: la PMA est-elle une avancée pour les familles? Vous nous répondez sur Twitter, vous continuez de voter, de nous donner vos messages et de nous appeler surtout 0826 300 300, puisque ce matin on a besoin de vous entendre avec nos invités ce matin. Coralie Dubost, qui est députée La République En Marche de l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Et Ludovine de La Rochère, vous êtes présidente de la Manif pour tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On aura bien sûr pas mal d'auditeurs au standard. Continuez de nous appeler aux 0826 300 300. Oui, et avec beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Donc 60-40 pour l'instant. 60%, ce n'est pas une avancée pour vous. Alors qu'il y a par exemple Cindy Lo qui dit que bien sûr que c'est une avancée pour les familles. Mon mari et moi avons eu recours aujourd'hui. Nous avons 3 filles. Sans la PMA, nous n'aurions pas d'enfants. Et la vie serait quand même beaucoup plus triste. Donc on peut les comprendre, Ludovine de La Rochère, non ? Quand on voit ce témoignage. Écoutez, avoir un enfant, bien sûr, c'est merveilleux, mais il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas avoir d'enfant. 2 femmes ne peuvent pas avoir d'enfant ensemble. C'est la réalité de la vie. Une femme seule ne peut pas avoir d'enfant. Il faut un homme et une femme. Et il n'est pas dans le rôle des médecins de réaliser nos désirs individuels et qui plus est remboursé par la sécurité sociale. C'est juste invraisemblable parce que la conséquence, c'est que nous ferions des orphelins de père, nous les ferions volontairement orphelins de père, ces enfants, si la PMA est ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes. C'est injuste pour l'enfant. Un père, c'est tellement important dans la vie. Oui, mais il peut y avoir, il y a des pères. Coralie Dubost, qu'est-ce que vous répondez à Ludovine de La Rochère ? Mais vous savez, j'entends les peurs de Madame de La Rochère, mais finalement, ça me rappelle ce que vous pourrez retrouver sur les images de l'INA, de l'époque où la PMA a été ouverte pour les couples hétérosexuels qui étaient en situation d'infertilité. C'était à l'époque extrêmement mal vécu. Il y a eu toute une culture du secret qui était organisée. Il y avait des gens comme Madame de La Rochère aujourd'hui qui disaient que cela correspondait pour des couples infertiles de façon naturelle, donc des naturalistes, à une sorte d'adultère sans joie. Vous vous rendez compte ? À l'époque, on parlait d'adultère sans joie. Moi, je trouve que c'est extrêmement choquant de parler de ça. On est au contraire sur un projet parental qui est construit, qui est solide, qui est bien décidé, qui sera accompagné tout au long de la vie. Et on est précisément sur des situations familiales où vous savez que l'enfant sera accueilli dans d'excellentes conditions, que ce soit pour des couples hétérosexuels, des couples homosexuels ou une femme seule qui a pris le temps de cette décision. Oui. Bon, voilà. Est-ce que les enfants seront heureux ? C'est la question aussi, Ludovine de La Rochère, qui est posée et évoquée par Coralie Dubost qui disait, issue de la PMA. On va en parler dans un instant avec vos réactions, évidemment, sur les réseaux sociaux. Je dis 61-39 pour l'instant. Non, ce n'est pas une avancée pour les familles. Et puis, des auditeurs qui sont en ligne et qui peuvent nous appeler 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est la suite de notre enquête ce matin avec Coralie Dubost, qui est députée La République En Marche de l'Hérault, Ludovine de La Rochère, qui est présidente de la Manif pour tous, avec cette question ce matin: la PMA est-elle une avancée pour les familles? Et pas mal de messages sur les réseaux sociaux, où on a un paysan 47 qui nous dit: la marchandisation de l'enfant, c'est un recul social. Villeneuve qui nous dit: la PMA n'est pas condamnable sur le plan moral puisqu'elle supprime le lien entre la vie et la sexualité et réduit la conception à un acte de consommation. Elle n'est pas un souci de riches. Le scandale serait le remboursement par la sécurité sociale pour satisfaire la marginalité sexuelle. Oui, et puis même il y a Piment Blancos qui dit double sens sur cette question. C'est vrai, parce que famille infertile ou couple du même sexe, la réponse n'est pas la même. Juste avant la pause, à l'instant, nous en parlions avec Coralie Dubost et Ludovine de La Rochère. Ludovine de La Rochère, vous n'y êtes pas opposée dans le cas effectivement de familles hétérosexuelles, mais de familles homosexuelles. Effectivement, le sujet n'est pas la PMA, le sujet c'est la PMA en l'absence de père médical et en l'absence de père pour l'enfant, pardon, et en l'absence aussi de motif médical, parce que rappelons-le, nous parlons de femmes qui sont a priori fécondes. Et donc, alors que faire un enfant, c'est gratuit, c'est dans l'intimité, j'allais dire c'est simple, même si quelquefois il faut du temps, là, on met en place un système dans lequel on va techniciser la procréation, puisque on parle de femmes fécondes, en réalité inutilement. On va mettre en place tout un système de remboursement, on recourt au système médical, et on va demander aux médecins de s'impliquer, en fait. Et puis il va falloir trouver des gamètes, il va falloir trouver du sperme. Donc on met en place tout un système
et un système aussi qui génère un coût financier et qui rapporte du fric à certains. Oui, mais Autrement c'est dit, pour que des femmes qui veulent des enfants et qui ne peuvent pas en avoir, alors qu'elles aient un amour pour une autre femme. Mais écoutez, moi, je voudrais être jeune, je voudrais être... Coralie Dubost, oui, réagissez aussi. Oui, moi je suis très étonnée quand j'entends Madame de la Rochère dire que la PMA, c'est dans l'intimité, c'est simple. C'est loin d'être simple, vous connaissez mal le parcours. Non, pas la PMA, faire un enfant. C'est ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la PMA qui se fait dans l'intimité et que c'est simple. Mais faire un enfant... Pas la PMA, je parlais pas de la PMA. Pour vous, ça a peut-être été simple, mais il y a des milliers de couples pour qui ça a été un parcours. Il y a des couples qui souffrent d'une pathologie, et ça c'est terrible. Mais là, nous parlons de femmes qui sont fécondes. Vous avez différents types de PMA, vous ne pouvez pas penser non plus que les PMA sont strictement des dons de gamètes mâles, ça peut être aussi des dons de gamètes pour la femme, des ovocytes. Il y a une diversité, une pluralité des situations qui justifient pleinement ce recours et qui justifie la prise en considération de la complexité du parcours que vivent les couples en situation de PMA, quelle que soit leur sexualité. C'est toujours un parcours PMA, c'est toujours un très très fort projet parental, parce qu'il faut franchir des étapes qui sont toujours compliquées pour la femme. Mais vous employez toujours le terme de projet parental. Disons-le clairement, on parle d'enfant. Vous êtes forcément... Quand je vous entends parler de naturalisme, déjà ça me choque, parce que j'ai envie de vous dire, Madame de la Rochère, soyez objective de minutes. Si on ne faisait que des choses strictement naturel, entre guillemets, il faudrait arrêter la médecine en général et bon nombre de choses dans notre société. Enfin, non, mais tout ce que vous dites est à côté, pardon. Tout ce que vous dites est à côté. Mais non, c'est pas à côté. Je n'ai pas parlé de naturalisme. Est-ce que vous voulez que l'on stoppe les vaccins? Est-ce que vous voulez que l'on stoppe la lutte contre le cancer, contre les maladies en général, les constructions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne à l'état sauvage dans des forêts? Enfin, voyons, il faut être réaliste 2 minutes. La sexualité, l'orientation sexuelle d'un couple n'a rien à voir avec la capacité à élever un enfant dans de bonnes conditions. Oui, alors Ludovine de la Rochère. D'abord, j'ai jamais parlé de naturalisme. Ensuite, j'ai dit que c'est pas naturel pour 2 femmes. Mais écoutez, vous confondez le débat sur la PMA et le débat avec le débat sur la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Et par ailleurs, vous parlez de projet parental sur le couple de femmes. Et je comprends que vous l'assumiez très peu. Mais c'est pas du naturalisme, c'est la réalité de l'humanité. 2 femmes ne peuvent pas concevoir un enfant ensemble. Et recourt-elle à la PMA, il faut quand même l'intervention d'un homme. Il faut le rappeler. Elles ne font pas ce bébé toutes seules. Il faut un homme qui va venir servir de distributeur de sperme en donnant ses gamètes. Et par ailleurs, je suis choquée. Vous avez besoin de gamètes mâles. Est-ce que ça vous choque dans ce cas-là? Les couples hommes-femmes qui souffrent d'une pathologie de la fertilité. Vous ne pouvez pas comparer la situation. Il n'y a pas que des pathologies dans le cas des PMA hétérosexuels. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Laissez-nous parler l'une et l'autre, sinon on ne comprendra pas. Mais vous savez très bien, c'est le grand argument aujourd'hui, soi-disant, les couples hommes-femmes qui ont accès à la PMA aujourd'hui ne souffrent pas de pathologie. Quelquefois, on ne connaît pas la cause. Quelquefois, on n'identifie pas le motif pour lequel tel ou tel couple ne parvient pas à avoir d'enfants. Mais il y a bien un constat médical, et c'est seulement au bout de 2 ans au cours desquels on constate que ce couple homme-femme ne parvient pas à avoir d'enfants, qu'ils ont accès à la PMA. Alors arrêtons de prétendre que les pathologies médicales, que ce motif est supprimé. Vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de couples qui font des PMA sans avoir besoin de recours au tiers donneur. Le recours au tiers donneur, attendez, je voudrais terminer. Vous avez longuement parlé. Vous ne coupez pas la parole, on vous entend pas. Vous avez longuement parlé. 96% des couples hétérosexuels en France qui font une PMA qui n'ont pas recours au tiers donneur. Oui, et alors? Ce qui signifie que vous avez seulement 4% qui relèvent de l'infertilité médicale. Attendez, parce que là, on ne se comprend plus. De l'accompagnement. Oui. Coralie Dubost, on écoute Ludovine de la Rochère pour répondre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de recours à un tiers donneur qu'il n'y a pas de problème médical. Qu'est-ce que vous dites? La PMA, elle est fondée sur le constat médical d'infertilité. 96% des couples, en effet, n'ont pas besoin de tiers donneur, mais ils ont une autre cause qui n'a rien à voir en l'occurrence dans ce cas-là avec les gamètes de monsieur. Ils ont une cause médicale qui conduise à faire une PMA. Et puis il y a 4% des couples, la cause médicale concerne a priori une question de nombre insuffisant de spermatozoïdes dans le sperme de ce monsieur. Ça s'appelle une aspermie. Ils ont besoin du recours à un donneur. Bon, maintenant, revenons au couple de femmes. Le couple de femmes n'a pas de motif, n'a pas de cause médicale, pathologique,
sur le fait de leur volonté de recourir à une Pathologique, PMA. non, mais en revanche, donc ils ne peuvent pas accéder et avoir. Mais moi, je voudrais rester jeune. Vous savez, c'est une envie très, 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 très intense de rester jeune. Eh bien, je ne peux pas rester jeune. Chaque jour qui passe, je vieillis. Ça, c'est la réalité de l'humanité. Et pardonnez-moi, mais dire qu'on peut sciemment, volontairement priver des enfants de père, mais comment ose-t-on penser qu'un père n'est rien pour un enfant et qu'on peut le faire volontairement orphelin? C'est tellement stupéfiant pour moi, mais tellement injuste. Un enfant, un père dans la vie, c'est tellement important. Dubost vous répond. Coralie Dubost. Oui, parce que j'avoue, je ne comprends pas comment osez-vous comparer le fait de vouloir rester jeune, et c'est votre souhait, personnellement ce n'est pas le mien, je suis ravie de vieillir, de mûrir et d'apprendre de la vie, mais si vous désirez rester jeune, c'est un désir. Et c'est une image que j'emploie, évidemment. Le choix de porter un projet parental, c'est le choix de donner à autrui, d'accueillir, de transmettre. Mais parlez d'enfants, ne parlons pas de projet parental. Vous n'êtes pas dans quelque chose d'égoïste et d'égocentré, vous êtes au contraire dans un don, dans une transmission, dans un acte de générosité. Et si vous n'arrivez pas à faire la différence, je comprends les raisons pour lesquelles vous ne comprenez pas cette ouverture non thérapeutique de la PMA. Non, mais effectivement, la médecine est faite pour des personnes qui souffrent d'une pathologie. Alors là, on est dans le domaine de la fertilité, mais c'est le rôle et c'est la finalité de la médecine, effectivement, d'aider des couples, notamment des couples qui ont une infertilité, qui souffrent de quelque chose. Et on ne peut pas détourner la médecine de sa finalité, tout comme le remboursement par la sécurité sociale, qui est envisagé dans le projet de loi. Eh bien, le remboursement d'un acte qui est fait pour des femmes qui sont fécondes, eh bien, je regrette, c'est aussi une injustice terrible. Finalement, vont être victimes de ce projet de loi les enfants que vous voulez de ce que vous dites. Vous voulez faire, vous n'avez pas compris le vous projet voulez de loi, faire en fait, quand sciemment, vous voulez faire sciemment des enfants orphelins de père. Vous voulez les priver Mais de pas papa du toute tout. leur vie. Ben, bien sûr que Pas si. du tout. C'est Au les contraire, faits. vous savez ce que nous Attends. faisons Vont dans ce être projet de loi victimes les couples qui souffrent d'une pathologie de la fertilité, parce que évidemment il y aura moins de gamètes pour ceux qui ont besoin de gamètes, en l'occurrence masculins. Il y aura beaucoup plus de monde et ce sera beaucoup plus long d'accéder à la PMA. On est à 160 000 paillettes. Alors Coralie Dubost, Voilà. Alors, déjà sur la pénurie, sur les gamètes masculines, tout va bien, on est à 160 000 paillettes, donc on est loin d'être en pénurie. Non, mais Vous avez 2000 on a couples en cru attente. comprendre Vous savez très bien que les couples attendent longtemps. Il y a une véritable question sur les ovocytes, mais ça c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Oui. Et il faudra. Là, c'est pas le sujet. Ça fait partie du projet de loi, bien sûr, ça fait partie du sujet. Sur les ovocytes, Ça fait pas partie de la PMA sans père. Améliorer le parcours des donneuses de dons de gamètes féminins. Ça, c'est évident. Sur les paillettes masculines, on n'a vraiment aucune difficulté. C'est pas vrai. C'est pas vrai, madame. Vous savez très bien qu'on attend longtemps. Les couples. Attendez, pas ensemble parce qu'on n'entend pas. Oui, c'est allez-y. vraiment important. Je voudrais aussi répondre à Madame de la Rochère Oui. sur le père qu'elle prétend défendre. Son discours qui tient à la pathologie et l'infertilité est précisément le discours qui a poussé les familles hétérosexuelles pendant des décennies à vivre leur PMA avec tiers donneur dans le secret, dans la gêne, parfois dans un sentiment de honte parce que la société portait un regard sur eux qui était justement Mais qu'est-ce qui vous naturel. permet de juger sur le fait qu'ils avaient un sentiment de honte? Nous levons le secret, nous levons la culture du secret de la société, nous levons le motif thérapeutique précisément parce que nous accompagnons le projet d'enfant indépendamment des orientations sexuelles et je pense que cela va aussi permettre aux familles hétérosexuelles et des papas oui, de se en fait, sentir pleinement vous légitimes envisagez, dans cette démarche, c'est très important. vous envisagez de forcer les couples. Sur le remboursement de la sécurité sociale. Là où, à mon avis, vous manquez quand même un point essentiel. Si nous n'étions pas dans un remboursement de la sécurité sociale, vous seriez en plein dans le risque de commercialisation du corps humain que vous ne souhaitez pas. C'est précisément parce que nous ne le souhaitons pas et parce que nous pensons que tous les actes autour du corps humain ne doivent pas être commercialisables qu'il faut un accompagnement de la sécurité sociale. Et par ailleurs, vous le savez, vous l'avez déjà entendu des auditions, mon collègue rapporteur Jean-Louis Touraine, qui est co-rapporteur avec moi sur la PMA, vous a déjà indiqué que le coût est particulièrement faible pour la sécurité sociale. Mais attendez, madame, vous changez tout le sens des mots, vous retournez les choses, c'est stupéfiant. Par exemple, vous ne parlez pas d'enfants. Attendez, Coralie Dubost, laissez. Vous ne parlez pas d'enfants, vous ne faites que parler de projet parental. Ce que vous appelez, vous, un projet parental, c'est un enfant, c'est une personne. Il deviendra adolescent, puis adulte. On parle de personne et vous appelez ça un projet parental. Par ailleurs, c'est absolument extraordinaire. Vous dites que les couples hommes-femmes qui ont recours à un tiers donneur, vous dites qu'ils ont eu un sentiment de honte, etc. Comment vous permettez-vous de juger? Et d'autre part, il est envisagé de forcer les couples hommes-femmes, enfin de faire pour les couples hommes-femmes
comme il est envisagé pour les couples de femmes, inscrire sur l'acte de naissance intégral le fait que l'enfant est né d'un tiers donneur. Ça veut dire forcer les couples, ça veut dire rentrer dans leur intimité, ça veut dire exposer le fait que leur enfant est né d'un tiers donneur. Dans le cas d'un couple de femmes, c'est une évidence. Évidemment, tout le monde s'en doute. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est tout simple. Mais il est envisagé, ça n'est pas encore dans le projet de loi, mais ça risque d'arriver en amendement, il est envisagé d'imposer aux couples hommes-femmes d'exposer cela publiquement. Par ailleurs, vous me dites que on va éviter la marchandisation, mais vous plaisantez. On sait très bien que, par définition, 100% des femmes seules et des couples de femmes qui vont avoir recours à la PMA auront besoin de gamètes, de sperme. Ça veut dire qu'on va démultiplier les besoins. Or, on sait que les campagnes d'appel à dons sont totalement inefficaces et on sait que tous les pays qui ont entendu la PMA, sans exception, tous, soit se sont mis à rémunérer les hommes, soit se sont mis à acheter des gamètes aux pays qui payent les hommes. Ouais. On est rentré dans le commerce des gamètes. Coralie Dubost. Tous les pays sans exception. Non, vous êtes dans le déni. J'ai déjà présenté, nous avons présenté en audition devant l'émission. Chacun a le droit d'écrire ses scénarios, mais vous êtes vraiment dans la science-fiction. Vous êtes dans le déni. 160 000 paillettes masculines. Vous vous rendez bien compte que quand un homme vient donner des gamètes, c'est beaucoup plus simple et on en récupère beaucoup plus. C'est un peu plus de 300 donneurs, madame. Revenons à des chiffres. Pour faire passer un message plutôt que la peur. Vous trichez avec les mots. Je n'ai pas peur, c'est la réalité. Ludovine de la Rochère, laissez Coralie. J'invite les femmes à se renseigner sur le parcours de la donneuse, sachant qu'il y aura de grandes campagnes de sensibilisation aussi du gouvernement, des mesures qui seront prises par les centres receveurs pour accompagner le parcours des donneuses, qui est un parcours beaucoup plus compliqué aujourd'hui que le parcours des donneurs, pour qui c'est une opération relativement rapide et simple. Ce n'est pas la même chose pour une femme. Nous travaillons énormément là-dessus parce que nous savons qu'il n'y aura pas de pénurie masculine et qu'en revanche, il nous faut absolument améliorer la situation du côté des femmes. Oui. Il y aura de grandes campagnes d'information et je pense que c'est important. Quant à l'enfant, bien évidemment que l'enfant est une personne, que l'enfant est c'est la première fois que vous prononcez le terme d'enfant, madame. Pas du tout. Simplement, il y a 2 étapes à expliquer. La période antéconceptionnelle. Et je pense que vous ne pourrez nier que dans tous les couples hétérosexuels à l'heure actuelle, il n'y a pas toujours de projet antéconceptionnel, précisément par la fonction voilà encore avec un projet. En revanche, quand vous êtes dans un projet antéconceptionnel, un projet d'enfant, je peux vous dire que l'enfant est accueilli dans... Mais votre projet à vous, c'est de faire des orphelins de père. Votre projet à vous, c'est de dire que le père... Vous vous rendez compte de ce que vous dites. Mais c'est votre projet. C'est d'ouvrir la PMA dans des contextes où le père où l'enfant n'aura pas de peur. Qui lui apprennent l'altérité. Donc vous reconnaissez la nécessité de l'altérité, mais le père, on s'en fout. Vous ne pensez pas que l'altérité... ne se définit pas forcément par la différence sexuelle. Il y a différentes formes d'altérité. Le sexe, c'est juste... dans le couple parental. Le sexe, l'identité sexuelle, c'est juste quelque chose... Parce que là, on ne s'entend plus. Je vais vous poser en fait 2 questions pour conclure, Coralie Dubost. Oui. D'une part, donc, est-ce qu'il y aura la possibilité de connaître le père à l'issue de la majorité ? Alors, pas le père, puisque le père sera déjà connu, ce sera le père filié par le droit. En revanche, il y aura des possibilités à 18 ans pour l'enfant, et strictement pour l'enfant, de demander les données non identifiantes et ou identifiantes de son donneur. C'est quoi le père filié par le droit ? C'est le père qui a consenti à la PMA avec la femme, donc ce sera le père, le papa de l'enfant. Non, mais quand on parle de couple de femmes et de femmes seules, c'est quoi le père filié ? Alors là, il n'y aura pas le père, il y aura une deuxième mère. Alors vous parliez du père dans le couple homme-femme, de l'homme qui élève l'enfant. Non, mais ma question est beaucoup plus... Non, mais ma question... Non, mais Coralie Dubost, ma question, elle est beaucoup plus terre-à-terre et directe. C'est est-ce que, effectivement, les enfants, quand ils auront 18 ans, pourront connaître leur père ? Ils pourront connaître leur géniteur. Leur géniteur. Voilà. Donc c'est ça. L'homme n'est plus qu'un géniteur. C'est formidable. Non, mais bien sûr. Le donneur de paillettes. Oui, le donneur. Pas le père. La filiation est puisque vous faites disparaître le père. Oui, bien sûr. Ce sont des enfants qui jamais ne pourront faire reconnaître de lien avec leur père. Mais encore heureux, vous vous rendez compte pour les donneurs. Vous verrouillez, effectivement, vous voulez verrouiller tout. On revient en arrière au 19e siècle avec des enfants naturels qui ne pouvaient pas accéder à leur père. Oui, c'est vrai. C'est déjà le cas et vous allez l'étendre encore davantage. Le donneur est bloqué, c'est bien normal. Et dernière... Le donneur, il n'est pas père. Oui, mais ces enfants seront privés de père, on est bien d'accord. Dernière question, Coralie Dubost, parce que là, la PMA, si elle se concrétise, en tout cas pour les couples de femmes, à un moment donné, les couples
couples d'hommes vont vouloir aussi la même chose. Ça semble logique dans une société qu'il y ait l'égalité. Donc, ce qui veut dire qu'on ira vers la GPA, non ? Alors écoutez, pas forcément, parce que là on est dans le alors cadre... pourquoi il y a une rupture d'égalité. Expliquer. Oui. Non, pas du tout. On est dans l'ouverture c'est une loi de bioéthique, c'est pas une loi de la filiation en général. On n'est pas sur une réforme du droit de la filiation, on est sur une loi de bioéthique qui ouvre un accès à une technique médicale. Et qu'une femme, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle ou seule, mais elle a un utérus en état de fonctionnement, de la même façon, elle est placée dans la même situation du point de vue du droit, et donc pour des questions d'égalité, semblait aujourd'hui normal et réaliste que d'ouvrir ce droit à toutes les femmes, ce qui induit des modifications à la marge dans le Code civil sur la filiation. Cela ne veut pas dire, parce que la GPA est une autre technique médicale. Bien sûr, à la marge, on n'est pas en train de refondre tout le Code civil. Sauf que vous voulez complètement revoir pour les couples hommes-femmes. Ne soyez pas arrogante, Allez, vous voulez changer aussi pour les couples hommes-femmes. Oui, merci. La PMA est-elle une avancée pour les familles bioéthiques ? C'est assez divisé, 62% non, pour 38% oui. Merci donc Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, et Coralie Dubost, députée de la République En Marche de l'Hérault.